L'image internationale de l'Arabie saoudite a été malmenée par le meurtre sordide du journaliste Jamal Khashoggi l'an dernier à Istanbul. Mais qu'à cela ne tienne, le pays est en opération séduction avec ses voisins du Golfe Persique. Pour parler de cette nouvelle stratégie du premier exportateur de pétrole au monde, nous recevons le chercheur Jamal Abdullah. Mais avant, un survol de la question. Un vent de réforme souffle autour de l'Arabie saoudite. La monarchie veut diversifier son économie pour anticiper l'épuisement des ressources pétrolières. Pour la première fois, le pays va ouvrir ses portes aux vacanciers en délivrant des visas touristiques. Le pays a aussi lancé l'offre publique d'action pour sa compagnie pétrolière Aramco, dont les revenus serviront à financer le plan Vision 2030, grand programme de modernisation à l'initiative du prince héritier Mohammed bin Salman. Le directeur du tourisme Ahmed Al-Khatib a déclaré « Nous écrivons l'histoire ». En 2019, la région du Golfe Persique a été le théâtre de plusieurs événements majeurs, comme les attaques sur les installations pétrolières dans l'est de l'Arabie saoudite et plus récemment la signature d'un accord à Riyad entre le gouvernement yéménite et le mouvement séparatiste du sud du Yémen. اتفاق الرياض مرحلة جديدة نسميها عاصفة للسلام بقيادة المملكة العربية السعودية. En novembre, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, 3 pays qui appliquent un embargo contre le Qatar, ont décidé de participer à la Coupe du Golfe organisée à Doha par le Qatar, une façon de redessiner la dynamique de pouvoir dans le Golfe Persique. Pour parler de l'Arabie saoudite, notre invité est Jamal Abdullah, expert des relations internationales dans le Golfe Persique et chercheur invité au Cerium. Bienvenue à Arrêt sur le monde, M. Abdullah. Merci, bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, quand Mohammed bin Salman est arrivé au pouvoir, on a énormément parlé de tout son agenda, en fait, de réforme sociale. Et ensuite, il y a eu ce fameux meurtre du journaliste Khashoggi à Istanbul. Quelles conséquences ça a eu pour l'image de l'Arabie saoudite, cet épisode-là? Bien, écoutez, vous avez bien choisi en fait le point de départ, c'est l'arrivée au pouvoir de MBS, Mohammed bin Salman, en 2017. En fait, c'est l'arrivée au pouvoir, c'est son père qui est arrivé au pouvoir en 2015, mais il faut savoir ici que Mohammed bin Salman, il n'est pas devenu tout de suite prince héritier. Avant lui, il y avait 2 princes héritiers pendant cette période. Donc, son père, il a enlevé son frère, le frère du roi, qui s'appelle Met'ab bin Abdelaziz, et puis il a enlevé aussi son neveu, Mohammed bin Naïf, en 2017. Il est arrivé au pouvoir MBS et ici, avec beaucoup d'ambition en fait, de faire de l'Arabie saoudite un pays très moderne. En fait, ici, il inspire de ses voisins. Et quand je parle des voisins, je parle notamment des Émirats arabes unis et du Qatar. Parce que si on compare l'Arabie saoudite, le plus grand pays du Golfe, avec ses voisins, on voit en fait une grande différence au niveau de modernisation en ce qui concerne. Il est arrivé au pouvoir, quelques mois après, même pas un an en fait, c'est arrivé l'affaire de Khashoggi qui était assassiné dans le consulat de l'Arabie saoudite à Istanbul. Effectivement, ici on parle de quelque chose dans les relations internationales, on l'appelle l'image de marque. L'image de l'Arabie saoudite a été bien touchée. Et depuis, MBS, il essaye vraiment de nettoyer cette image, de faire cette image, elle est très belle, par plusieurs aspects, et notamment le soft power, notamment l'économie, l'investissement, et il appuie beaucoup aussi sur le fait d'employer les lobbies, notamment aux États-Unis, en Europe, pour faire une belle image de l'Arabie saoudite. Et est-ce que ça fonctionne? En gros, ça fonctionne, mais il reste beaucoup de travail à faire parce que l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, c'est pas que ça en fait. Dernier moment, en fait, il y a 3-4 choses qui étaient arrivées dans la même période. Si on se rappelle, au mois de novembre 2017, ça veut dire juste 3 ou 4 mois après l'arrivée au pouvoir de Mohammed bin Salman en tant que prince héritier, il y a 3 effets qui sont arrivés. C'était l'affaire de Ritz-Carlton, quand Mohammed bin Salman il a décidé d'arrêter 214 princes et hommes d'affaires en Arabie saoudite et pour négocier avec eux de donner l'argent à l'État. Numéro 2, l'arrêté, je dirais bien le mot, l'arrêté de Premier ministre libanais Saad al-Hariri à Riyad et demandé de démissionner de Riyad. Et notamment aussi, il y avait aussi l'affaire
avec l'Iran et la tension avec l'Iran. Donc tout ça, il met beaucoup de pression sur l'Arabie saoudite et sur son image dans le monde entier. Puis une autre chose qui a beaucoup eu d'impact sur l'image de l'Arabie saoudite, c'est l'implication du pays dans le conflit au Yémen. On a vu beaucoup de violence. Ça, par contre, sur ce chapitre-là, on en parlait un peu dans l'introduction, il y a eu des développements assez récents. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, comme vous le savez, le roi Salman, ça veut dire le père de MBS, il est arrivé au pouvoir le 25 janvier 2015, juste 2 mois pile poil après son arrivée, ça veut dire le 25 mars 2015, l'Arabie saoudite a lancé une guerre au Yémen. Et du coup, ça fait maintenant presque 5 ans que cette guerre il est toujours là. Il faut savoir aussi dans le monde de relations internationales que c'est très facile de lancer une guerre, mais c'est trop compliqué et trop difficile d'arrêter une guerre. En fait, ce qui s'est passé il y a 2 semaines, il y a même pas 2 semaines, c'est qu'il y a un accord qui a été signé entre le gouvernement du Yémen d'une part et les partis qui souhaitent créer un État indépendant au sud du Yémen. Donc en fait, ça c'est arrivé après le retrait des Émirats ou les forces émiraties de cette zone au Yémen, le sud du Yémen, et notamment la capitale de ce du Yémen, c'est Aden. Cet accord, maintenant, en fait, il est signé. Ça donne le contrôle de cette zone pour l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui est d'ailleurs c'est le leader, en fait, de cette coalition au Yémen, d'une part. D'autre part, en fait, il y a un compromis entre tous les partis au Yémen de créer un gouvernement de 24 ministres, moitié de sud et moitié de nord. Et du coup, en fait, l'objectif de cet accord est de rassembler toutes les forces pour battre le Houthi. Le Houthi, c'est les milices au Yémen. C'est ça, donc le principal combat de l'Arabie saoudite, c'est contre les Houthis. Où on en est à ce chapitre-là? Est-ce qu'on peut voir un dénouement par rapport au conflit avec les Houthis ou au contraire, le reste du pays est en train de se solidifier et cette partie-là est encore fragile? Il est très clair maintenant, en fait, après l'événement qui arrive dans la région du Golfe, et notamment avec l'Iran, il est très clair que les États-Unis, qui est la grande alliance, si vous voulez, de l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe, qui appuient sur l'Arabie saoudite pour essayer de trouver une sortie de cette guerre qui a duré jusqu'à maintenant 5 ans. Donc, et qui est un vrai désastre humanitaire aussi. Tout à fait. Plus de 10 000 qui sont morts. Et des centaines de blessés, des centaines de milliers de blessés, en fait, qui sont aussi partis de cette région. Donc maintenant, l'objectif des États-Unis, c'est de minimiser les conflits dans la région, notamment avec le Yémen, et la crise avec le Qatar, pour être concentré et donner un œil sur l'Iran. Donc, effectivement, si les États-Unis appuient sur le gouvernement de l'Arabie saoudite, ça peut être arriver une sortie ou un compromis pour arrêter cette guerre. Justement, sur le Qatar, donc le pays faisait face à un embargo de l'Arabie saoudite et de ses principaux alliés depuis un certain temps. Mais là, on a vu des développements assez récents où tout à coup, on est prêt même à aller jouer au soccer, l'Arabie saoudite avec le Qatar. Et qu'est-ce qui se passe à ce chapitre-là? Pourquoi ce changement de cap-là? Bien écoutez, en fait, la même chose. En fait, cette crise a été déclenchée le 5 juin 2017. Ça fait maintenant plus de 30 mois, 2 ans et demi. Le Koweït, c'est un pays de CCG, de Conseil de coopération de Golfe. Il essaie depuis jour 1 de mener une médiation avec l'Oman, mais jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a su qu'il y a la semaine dernière, juste le ministre des Affaires étrangères qatari, il était en visite à Washington DC, le ministre de la Défense, il était en visite à Washington DC, le vice-ministre de la Défense de l'Arabie saoudite, il est parti à Oman, donc il y a beaucoup de mouvements maintenant. Je dis bien que l'objectif, c'est de viser l'Iran. Donc je pense que les États-Unis
il a donné la feu verte, si vous voulez, pour le gouvernement de l'Arabie Saoudite, a demandé à l'Arabie Saoudite à faire fin à cette crise. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats, ils ont décidé de participer à un championnat régional organisé par Doha, la capitale du Qatar, qui aura lieu le 26 novembre. Et ça, c'est la première fois depuis 2 ans et demi que ça se passe qu'il accepte de jouer là-bas. Donc, un véritable apaisement. C'est le début, en fait. Moi, je pense que le mois prochain, normalement, chaque année, au mois de décembre, il y a le sommet de pied de golf. Donc, pendant le sommet de pied de golf, normalement, il sera à Riyad, en Arabie Saoudite. Normalement, je pense qu'il y aura des décisions très importantes concernant la fin de cette crise qui a vraiment fatigué cette région et les peuples de Golfe. Et donc, par rapport à l'Iran, parce que justement, au moment où on se parle, l'Iran est au milieu d'une manifestation et on sait que la confrontation est très forte entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Est-ce qu'il y a là un changement de stratégie ou au contraire, on y va juste plus fortement dans l'opposition à l'Iran? Bien écoutez, en fait, l'Arabie Saoudite, j'ai dit plusieurs fois qu'en fait, il manque quelque chose de très important entre les deux parties. L'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est la confiance. Il n'y a aucune confiance entre les deux parties. Donc, c'est très difficile à mettre deux parties sur la table de négociation ou discussion s'ils n'ont pas de confiance. Je pense que la première chose, il faut créer cette sorte de confiance. À l'heure actuelle, pendant la période de l'administration Trump, donc il n'y aura pas cette discussion, je pense. Mais on sait bien que dans quelques mois, l'année prochaine, en 2020, il y a la nouvelle élection aux États-Unis. Donc s'il y a un changement dans la direction des États-Unis, c'est possible qu'il y aura un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais à l'heure actuelle, je pense que la tension, elle sera là, ils vont continuer cette tension et c'est pour ça qu'ils souhaitent que le Qatar rejoigne l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour confronter l'Iran. Mais est-ce qu'ils vont réussir à faire ça? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un avantage à long terme à ce que l'Arabie saoudite s'entende avec l'Iran ou plutôt ça lui profite d'être en conflit avec l'Iran qui est l'autre grand pouvoir régional? Non, si on réfléchit bien, si on est assez logique, c'est l'intérêt de tous les partis à s'asseoir en fait sur une table et discuter et négocier. D'ailleurs, il y a un chapitre très important, il faut mentionner ici, au mois de septembre 2014, l'émir du Qatar et à partir de son discours qu'il a annoncé devant l'Assemblée générale aux Nations Unies au mois de septembre 2014, a invité les pays de Golfe et l'Iran à Doha pour commencer une sorte de négociation et de discussion. À l'époque, l'Arabie Saoudite a refusé, alors en espérant que maintenant, avec d'autres moyens, que ces partis, ils s'assoient et ils négocient. En tout cas, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, M. Abdullah. Merci à vous.